Merci beaucoup à Kelvoa de m'avoir invité à vous présenter mes réflexions, mes travaux. J'espère que, ma foi, vous y trouverez vous aussi un peu d'intérêt. J'ai essayé de les présenter à l'aide d'un instrument qui pour moi est barbare, ce genre de choses. Je suis plutôt un homme de parole qu'un homme de technique, mais j'ai essayé de traduire ça de manière à ce que vous puissiez malgré tout voir quelques images, parce que il m'a semblé qu'après une journée et demie de travail, après un repas, même s'il fut léger et rapide, il n'en était pas moins agréable, et peut-être il nous amènera à digérer aussi. Donc je voudrais vous maintenir un peu éveillé, et mon idée est donc d'essayer de vous intéresser autour de deux notions que je me suis efforcé de thématiser, la notion d'accompagnement palliatif et la notion d'agir faible. Je vais essayer bien sûr de les présenter et j'espère de vous convaincre. Alors, je partirai de deux constats qui a priori trouvent leur origine dans deux univers différents et pourtant ils me semblent converger vers un même résultat. Premier constat, c'est l'idée selon laquelle nous avons, et la plupart des analystes de l'état social en conviennent, nous avons véritablement opéré un basculement dans les années 90 à peu près, et nous avons reformaté l'état social autour d'une idée que je nommerai de façon un peu simple, faire basculer d'une vision passive à une vision active. Je rappelle qu'au départ, c'était les finances qui devaient passer de passif à actif. In fine, le résultat a été bien sûr que la passivité a été une sorte d'attribut de certaines populations qu'il allait falloir faire bouger, mobiliser pour qu'elles s'activent. Et il me semble que la première idée qu'on peut retenir de ça, c'est très général pour l'instant, mais la première idée, c'est bien qu'il y a un présupposé implicite. Alors, j'ai pris un nom barbare, le postulat d'actentialité. L'idée que tout un chacun, c'est une constitution naturelle, tout un chacun serait capable de se mouvoir, serait capable de se déplacer, serait capable de se travailler, de se mobiliser. Empiriquement, et vous êtes bien placé pour le savoir, empiriquement, on est obligé de constater que ça n'est pas le cas. Et bien sûr, je ne fais pas référence ici à l'image de personnes qui auraient des handicaps particuliers, des handicaps physiques ou autres. Non, non, je veux simplement dire qu'un certain nombre d'individus, en raison des trajectoires qui ont été les leurs, des trajectoires souvent négatives, un certain nombre d'individus, momentanément, ou plus ou moins durablement, se trouvent dans des situations telles qu'ils sont en incapacité de justement répondre à cette exigence implicite des politiques sociales qui est, passez-moi l'expression, de se bouger. Et j'ai appelé cette idée-là, en prenant en référence un terme médical, eh bien nous sommes face à un problème d'immotilité. Vous savez, l'immotilité, c'est le fait que quand vous êtes cassé une jambe, vous êtes immotile. Vous avez perdu, sauf bien sûr avec des béquilles, mais vous avez perdu la faculté de vous mouvoir. Eh bien, il me semble qu'il y a, pour des raisons qui ne sont pas des raisons, et vous le comprendrez bien, liées à des attributs physiques ou psychiques des personnes, c'est pas ça que je veux mettre en avant, ce sont davantage des attributs, des considérations situationnelles qui amènent, et des trajectoires biographiques, qui amènent des individus dans des postures d'immotilité. Première idée. Deuxième idée, le fait que on est obligé de le constater, et là j'ai mis quelques expressions de mes collègues, on est obligé de le constater, pour aller vite, l'insertion, c'est une faillite. Ou si on est plus gentil, on dira c'est une impasse. Pourquoi je dis cela? Bien, imaginez, je viens de Suisse,
On tient un discours sur l'insertion qui est remarquable, avec de grands programmes d'insertion, avec l'idée derrière la tête qu'il faut fondamentalement faire en sorte qu'on maintienne des compétences chez les personnes qui ne sont pas insérées, pour leur permettre, le moment venu, quand il y aura une reprise du marché du travail sous-entendu, ils pourront naturellement retourner sur ce marché du travail. 2,5% de taux de chômage. Ce discours est en désaccord total avec une réalité objective. Donc sur le fond, le problème n'est pas de dire il faut des logiques qui visent à maintenir des individus dans des situations de compétences entretenues afin d'attendre le moment irénique où tout ira mieux. Non. Première remarque. Deuxième remarque, c'est la thèse de Castel. Eh bien, c'était censé être un sas pour passer d'un état à un autre. Son image, c'est de dire, c'est devenu une nasse. On est enfermé dedans. La troisième idée, c'est celle de Nicolas Duvaux. Elle est provocatrice. L'insertion aujourd'hui, c'est une manière polie de qualifier l'assistance. L'assistance étant un gros mot, on ne peut pas le dire. Alors on va parler d'insertion, mais sur le fond, c'est la justification pour avoir un revenu d'assistance, bien sûr conditionné au fait que les personnes fassent preuve de la volonté d'eux. Mais sur le fond, le résultat est le même. Et puis, une de mes doctorantes, qui a terminé d'ailleurs son doctorat, dont le résultat principal est de montrer, grosso modo, que les 3/4 de l'activité des programmes d'insertion font quelque chose, certes, mais autre chose qu'insérer. La question, quoi ? Ce n'est pas notre objet aujourd'hui, mais nous sommes bien obligés de constater que je l'ai mis entre guillemets, j'aurais un vocabulaire un peu provocateur. C'est mon rôle ici, je crois, d'essayer de stimuler un peu le débat. J'ai dit, à partir de là, on est bien obligé de s'intéresser au reste, mais vous voyez que les restes sont copieux, un peu comme tout à l'heure, il y avait des beaux restes pour le repas. Et bien là, les restes sont copieux, et on est obligé de se dire, qu'est-ce qu'on fait des restes de l'insertion ? Et on ne peut pas, sauf à se voiler la face, considérer que, eh bien, ma foi, on va continuer, qu'on le veuille ou non, à leur tenir le discours de l'insertion. Alors, partant de ce double constat, j'en suis arrivé à, et c'est là que je veux vous amener, au fait que l'immotilité, le fait qu'un certain nombre d'individus ne soient pas en état de se mouvoir, et l'immobilité, le fait que pratiquement un certain nombre d'entre eux ne se meuvent pas, même s'ils passent par des programmes qui sont censés les mettre en mouvement, eh bien, on est obligé de constater que probablement il faut mobiliser un autre paradigme que celui de la capacitation, que celui de la mobilisation, que celui de la perfectibilité des individus. Bref, on est obligé de basculer vers un autre registre où ce qui est à prendre en compte, ce n'est pas tant que les personnes sont, en quelque sorte, sont en voie ou en situation d'être mobilisables et transformables, mais qu'au contraire, il faut partir de l'autre idée que nous avons affaire à des situations qui ne sont pas aisément transformables et que probablement ce qui caractérise ces situations, c'est plus la vulnérabilité que ce que j'ai appelé la perfectibilité. Et si l'on admet ça, eh bien, on va devoir faire de grands renoncements, me semble-t-il, et admettre qu'il y a au moins, à côté d'un modèle idéal de l'accompagnement, il y a probablement un autre paradigme de l'accompagnement à prendre en considération, et vous l'avez compris, c'est ce que j'ai essayé de nommer l'accompagnement palliatif. Palliatif, c'est une provocation dans la terminologie, j'ai bien conscience, mais c'est aussi sciemment que je l'ai fait, en nommant l'expression palliative. Pourquoi ? Bien sûr, vous l'avez compris, je ne suis pas en train de dire qu'on a affaire à des restent, des résidus pour lesquels le seul avenir serait la mort sociale. Je suis à milieu de cela. Je suis aussi à milieu de dire que si on fait de l'accompagnement palliatif, eh bien, on fait du sous-travail, c'est une moindre activité, on a besoin de moins de compétences, etc. Ce n'est pas la thèse que je vais essayer de présenter. Troisièmement, je prétends ne rien dire de neuf. Et je fais le pari qu'à la fin de mon exposé, il y aura au moins la moitié de la salle qui dira « ça, on le savait déjà ». L'autre moitié dira « c'est du délire ».
Alors je préfère m'appuyer sur celle qui dira « on le savait déjà », mais au moins, ça veut dire que on n'a pas affaire à quelque chose qui est en train d'être découvert. Je n'ai pas la prétention de dire « il y a quelque chose qui émerge et que l'on voit apparaître ». Non, c'est une activité ordinaire, banale de l'accompagnement. Simplement, il me semble important de la thématiser. Et c'est pour ça que je fais le parallèle, et c'est pour ça que le terme palliatif me paraît important, comme avec la médecine. Parce que qu'est-ce que ça fait un médecin? Depuis toujours, ça soigne presque pas. Mais ça prend soin beaucoup. Normalement. Ce n'est pas toujours le cas et c'est de moins en moins le cas. Autrement dit, la fonction du prendre soin du médecin, elle est au plein cœur de son activité, même si bien sûr on a envie de voir plutôt la fonction thérapeutique du soigné. Quand je vais chez le médecin, je voudrais sortir guéri. Mais la plupart du temps, il ne me guérit pas. Et deuxième idée, la médecine palliative a dû batailler fort pour affirmer le fait qu'il y avait des compétences spécifiques dans le cadre justement du prendre soin d'un état particulier, qu'il y avait des compétences spécifiques qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que les compétences thérapeutiques, et que ce long combat, eh bien, il me semble qu'on peut le transposer et dire qu'il y a aussi, dans ce que je nomme l'accompagnement palliatif, qu'il y a aussi des compétences spécifiques à mettre en œuvre, à découvrir ou à thématiser, et que probablement c'est là aussi un travail de longue haleine. Alors, je vais avoir en gros 3 temps dans mon exposé. Un temps qui va être, en gros, quand je parle d'accompagnement palliatif, de quoi je parle. Ensuite, de dire quel est le problème principal auquel se trouve confronté l'accompagnement palliatif. Et puis le 3e temps conclusif, c'est quels sont, à mon avis, les défis de l'accompagnement palliatif. Alors, première des idées, donc première thématique, les ressorts, les registres, peu importe comment on les nomme, de l'accompagnement palliatif. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas la Suisse, peut-être que vous ne connaissez pas Fribourg, et peut-être que vous ne connaissez pas l'université de Fribourg, c'est probable. Mais, bien sûr, si je dis ça en Suisse, tout le monde me dit « Ah ben c'est normal, il vient de Fribourg quand il écrit ça. » C'est une université. Alors, je suis prudent avec le terme, c'est l'université des catholiques. Ça n'est pas l'université catholique, ça a été un long débat. Et c'est l'université des catholiques qui a été fortement marquée par Caritas, le Caritas qui est né en Allemagne, et qui a essayé de développer la thèse selon laquelle on ne pouvait intervenir auprès des pauvres que lorsqu'on en avait une connaissance scientifique, au point où la chaire que je dirige est héritière de quelque chose qu'on a appelé les Caritaswissenschaften, les sciences de la charité. Après la Seconde Guerre mondiale, on a laïcisé ça et on appelait ça le travail social. Mais sur le fond, je suis l'héritier des sciences de la charité. Alors vous voyez, c'est pas très étonnant que je parle de compassion, mais j'ai mis un terme un peu bizarroïde peut-être à vos yeux. J'ai laïque. Qu'est-ce que je veux dire? Ça me passionne, moi, les questions de compassion, justement. Pourquoi ça me passionne? Parce que c'est en plein cœur du problème auquel je suis confronté, avec mon idée d'agir faible et avec mon idée d'accompagnement palliatif. C'est quoi la compassion? Bon, c'est pas difficile, hein, étymologiquement, ça vient, il y a le cum avec, et puis patio, je souffre. Je souffre avec. Quand vous compatissez, vous souffrez, mais vous ne souffrez pas avec. Vous souffrez de la souffrance de l'autre. C'est difficile peut-être à thématiser. Pensez tout simplement aux condoléances. Quand vous envoyez vos condoléances, qu'est-ce que vous faites? Si je vous envoie, excusez-moi madame, je vous envoie mes condoléances parce que votre maman est morte. Désolé hein, pour elle, hein, j'espère qu'elle va bien. Bon. Je vous envoie mes condoléances. C'est-à-dire, je vous dis, je vous vois souffrir et je souffre du fait que vous souffriez. Généralement, je suis un peu embêté pour vous dire que je souffre de votre souffrance, parce que je ne peux pas le dire en termes banals, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut que je le dise quand même. Mais sur le fond, une fois que j'ai écrit la lettre, je suis tranquille. Mon problème est fini. J'exagère. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je souffre de votre souffrance? Posez-vous la question.
Vous allez dire que je souffre du fait que vous souffriez de la mort de votre mère, parce que je sais que de ce fait, je découvre que la mienne va mourir peut-être un jour. Je ne pense pas. Fondamentalement, non. Je le sais qu'elle va mourir, la mienne, un jour. Si vous avez fait du latin, peut-être pour certains d'entre vous, la passion du Christ, hein, vous voyez, le Christ, la passion du Christ, pourquoi il souffre? Pourquoi on invoque toujours cette idée? Passion, patient du malade, hein, le patient, pas celui qui attend dans la salle d'attente, hein, mais le patient. Le patient, il souffre. Mais surtout, c'est le même mot, passif. On est toujours dans le même univers sémantique. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Ce à quoi nous renvoie la compassion, c'est un problème d'action. Ou plutôt, un problème d'une impossibilité d'action. Pourquoi je souffre du fait que vous souffriez? Parce que je ne peux rien faire. Si je pouvais alléger votre souffrance, je vous l'aurais dit, j'aurais fait autre chose que de vous dire « je partage votre souffrance ». J'aurais fait autre chose que de la partager, que d'en endosser un tout petit bout. J'aurais essayé, d'une certaine mesure, d'alléger votre souffrance, de la diminuer, de la retarder, peu importe. J'aurais essayé d'agir. Ce à quoi nous renvoie la compassion, c'est un problème d'inaction. Je suis, excusez-moi le terme, impuissant. Je n'ai plus la puissance à agir. Sinon, je ne suis pas un barbare, je ne suis pas un monstre. Je serais intervenu pour vous aider. Quand on est affecté d'un problème de compassion, c'est qu'en fait, sur le fond, on est affecté d'un problème d'impuissance à agir. Sinon, on agirait. Peut-être mal, mais au moins on agirait. Alors, pourquoi j'évoque cela? Bien, pour essayer de dire que, et en plein cœur de l'accompagnement palliatif, le problème central qui se pose, c'est un problème d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Ben rien. Je ne sais pas quoi faire. Première idée forte. Et je souffre, ou en tout cas, je suis affecté en tant que professionnel, et c'est ça qui va m'affecter, du fait que je ne peux pas faire quelque chose. Alors, deuxième idée de la compassion. Je ne vais pas envoyer mes condoléances à chacun d'entre vous quand sa mère va mourir, ou son père. Je vais l'envoyer à madame. Peut-être à monsieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en faisant ça, je ne peux pas alléger véritablement sa souffrance. Je peux simplement lui dire, en lui disant j'essaye de la partager, je te reconnais. Je te reconnais comme, alors, un de mes semblables, comme un de mes proches, comme un de mes estimés, peu importe. Je te reconnais. Et donc, la première idée, me semble-t-il, que je veux thématiser avec cette dimension de compassion laïque, on a à la fois un problème d'action qui se trouve posé, et à la fois, en même temps, on a un acte de reconnaissance dans l'idée d'accompagnement palliatif. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair ce que je dis, si je vais trop vite ou si vraiment vous êtes choqué, vous n'êtes pas d'accord. Ça vous ennuie si je tombe la veste? Non. Non. J'arrête là, hein, c'est promis. Enfin. Non. Non, je te reconnais comme membre. Je te reconnais comme membre du cercle des miens. Et vous le voyez, dans le cadre de l'accompagnement, je peux très bien à la fois ne rien pouvoir faire, on va y revenir, et en même temps faire quelque chose d'essentiel, faire acte de reconnaissance, alors on pourra dire de citoyen, de membre, de tout ce qu'on veut. Mais c'est un acte fondateur, c'est ça que j'essaie de dire. Deuxième idée, on va continuer avec le latin, je vais vous embêter, mais promis, ça s'arrêtera là. Quand on parle d'accompagnement, on est toujours en train de nous dire, vous savez, il y a le cum, et puis vous savez, il y a le panis. Donc, le compagnon, celui avec qui on partage le pain. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans l'accompagnement. C'est le préfixe. Et vous le savez peut-être, en latin, il y a un préfixe qui est le préfixe ab, qui veut dire vers. Donc, je partage le pain avec quelqu'un pour en faire quelque chose, pour aller quelque part, si je prends cette image. C'est ça la représentation de l'accompagnement. Il y a un troisième terme. Il n'y a pas que le partage, il n'y a pas que l'objet, en quelque sorte, qui nous réunit. Il y a plus fondamentalement l'idée de mouvement vers, donc une mise en mouvement dans une direction. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'il me semble que l'accompagnement palliatif est en train
propose une inversion qui est facile à faire en latin. Il y a le préfixe ab, mais il y a le préfixe ad. Pardon, j'ai dit ad, excusez-moi. Ad, c'est vers, et ab, c'est éloignement. Donc, ad, je vais vers, ab, je m'éloigne d'eux. Où tu vas, d'où tu viens, si vous voulez. Et là, ce que je veux dire, l'accompagnement peut être un mouvement sur place, paradoxalement, non pas pour aller, mais pour empêcher d'aller. Ou si je prends l'image, pour empêcher de tomber. Non pas pour aller quelque part, mais au contraire, l'accompagnement vise, alors je vais être provocateur, la stabilisation, le maintien. Surtout, je l'accompagne pour ne pas bouger. Surtout, je l'accompagne pour que ça ne change pas. Au moins pendant un certain temps, on y reviendra. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'il peut y avoir dans l'accompagnement, puisque ab ou ad, ça a donné par allitération ac, eh bien, il peut y avoir dans la même idée d'accompagnement, l'idée accompagnement vers quelque chose ou éloignement de quelque chose bien sûr qui n'est pas désirable, qui n'est pas souhaitable, qui est justement un risque en tant que tel. Donc vous le comprenez bien, au cœur il y a l'idée de vulnérabilité, puisque la vulnérabilité c'est un état qui nous expose à une blessure, et donc elle n'est pas réalisée la blessure, elle va venir. Et si elle vient, peut-être, mais je peux la prévenir, je peux l'empêcher. Et ça aussi, ça peut être l'objet d'un partage avec que le partage du maintien, le partage de la conservation, si je puis dire. Et c'est ça que la deuxième idée que je voulais évoquer. Dans l'idée de accompagnement, eh bien, il y a l'idée que, à la fois, je préserve des qualités, des compétences, des capacités, et de l'autre, je m'arrange, j'essaye, en quelque sorte, de prévenir un risque, un danger, l'advenue ou la réalisation de quelque chose. Troisième idée, j'ai beaucoup travaillé avec des associations sur, bien sûr, la fameuse idée d'accueil à bas seuil. Quand vous regardez, ce sont des idéaux fondamentalement impraticables. Quand je dis impraticables, on ne peut pas les traduire concrètement. L'accueil à bas seuil, allons jusqu'au bout, sans condition. Il y a toujours de la condition, de quelque nature qu'elle soit, même quand on n'en veut pas du tout. L'idée du principe de non-exclusion, quoi qu'il fasse, je ne pourrai pas le chasser du programme. Il y a un moment donné où ça va se poser, brutalement. Je vais devoir être en contradiction avec les idéaux qui sont les miens. On peut continuer. L'accessibilité, il faut que ça soit accessible jour et nuit. Ça ne peut pas l'être, pour des raisons évidentes, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il y a des logiques physiques qui expliquent que ça ne le soit pas. La singularité, que je m'appuie sur les caractéristiques uniques de la personne et que je la prenne comme un tout, et pas simplement, en quelque sorte, comme un client éligible au programme. Bien, sur le fond, je ne peux pas aller jusqu'à la singularité totalement, parce qu'à un moment donné, je vais effectivement être coincé par un certain nombre de logiques, alors qu'ils soient institutionnelles, administratives, financières ou autres. Puis on peut continuer. Mais en même temps, impraticable mais réaliste. C'est ça que je vais essayer de dire. Impraticable parce qu'on ne peut pas les pousser jusqu'au bout. Réaliste parce que c'est vraiment elle qui structure l'entier de l'activité. Même si, 9 fois sur 10, je me prends moi-même en défaut par rapport à ces valeurs, parce que je n'arrive pas à les poursuivre jusqu'au bout. Dans l'idée d'accueil à bas seuil, c'est une expression qui vient d'un de mes collègues de Lyon, Bertrand Ravon. Il y a cette idée force. Sur le fond, dans l'idée d'accueil, ce que je cherche, ça n'est pas d'abord à aider la personne. Et donc je ne cherche pas à construire une relation d'aide pour pouvoir l'aider. Soit je lui impose l'objet de l'aide, je lui impose la destinée de l'aide. Soit, je suis comme avec vous et votre maman, je ne sais pas quoi faire. Si je ne peux pas lui imposer mon aide pour aller quelque part, je ne sais pas comment aider. La seule chose qui devienne importante dans cette idée d'accueil sans condition,
sans imposition de quoi que ce soit, eh bien c'est que l'accueil soit tout simplement, non pas une relation d'aide, mais une aide à la relation. Ce que je cherche à préserver d'abord, c'est la relation de la personne avec le service, j'y reviendrai, ou de la personne avec les quelques attaches qu'elle peut encore avoir, avec les quelques autrui significatifs qui demeurent encore. Autre registre, le registre de, vous savez, l'hypothèse déficitaire qu'on a dans le travail social. Si on intervient, c'est sur la base évidente que la personne n'est pas à même, par elle-même, de faire un certain nombre de choses. Donc, on va immédiatement imputer à cette personne des manques, des déficits, des incapacités. Bref, on va être dans une vision où le problème à régler prioritairement, c'est combler ses déficits, rattraper ses manques, en quelque sorte. Et là, la thèse, elle est reprise, par exemple, par Yann Le Bossé, dont vous parliez tout à l'heure. C'est bien sûr l'idée que, à l'inverse, le sujet est capable, il faut le postuler, capable et compétent. Et que c'est une inversion fondamentale de la logique, même si, j'y reviendrai, cette capacité peut être relative, cette compétence peut être limitée, mais la perspective est bien sûr de partir, non pas de dire il y a du manque et c'est pour ça que j'interviens, mais au contraire de dire il y a certes une situation, mais je m'appuie sur des compétences et sur des capacités. Dès lors, ça signifie que, vous le comprenez, s'il y a, on va le dire ainsi, des forces, elles ne sont pas actives, c'est que quelque chose a empêché de les activer. Donc, il faut postuler que c'est probablement, alors, dans le contexte, dans la trajectoire, et peut-être à un moment donné, dans l'intériorisation des effets de contexte ou de trajectoire, que les personnes se trouvent empêchées de mettre en activité, de mettre en marche leurs propres capacités et compétences. Donc, c'est une rupture forte, même si, je le dis bien, cette rupture n'est pas totalement objectivée, totalement soutenue, totalement soutenable, parce que je suis bien obligé de considérer aussi que la situation est problématique, même si je dois admettre que la personne n'est pas forcément une personne déficitaire d'abord. Si je dis que justement ce sont des éléments de trajectoire ou de contexte, ça veut dire que le problème majeur auquel je me trouve confronté, c'est un problème de répétition d'expériences négatives. Les individus avec lesquels je suis amené à travailler sont des individus qui ont fait l'expérience de multiples fois répétées de la vacuité, de l'inanité de leurs actions. Pour le dire un peu trivialement, leurs actions se retournent toujours contre eux. Quoi qu'ils fassent. Et dès lors, vous pouvez comprendre que le problème qui est en jeu, c'est un problème de niveau. Premier niveau de la confiance, c'est peut-être le plus évident, c'est clair. On a la représentation dominante et ces personnes savent que l'on a cette représentation dominante la plupart du temps, c'est qu'elles ne sont pas fiables. On ne peut pas leur faire confiance, on ne peut pas leur imputer en quelque sorte le fait qu'elles vont tenir leurs engagements. Or, vous le savez, une grande partie de la vie sociale tient sur le fait que je postule que les autres tiendront leur engagement, qu'ils seront fiables. Quelquefois, je suis un peu déçu. Mais la plupart du temps, ce postulat de fiabilité est à la base des relations que j'entretiens, est à la base de mon rapport au monde. Fiabilité des autres. Et vous comprenez bien que le problème d'action auquel je faisais référence tout à l'heure se tient en grande partie dans cette idée qu'a priori, ils ne sont pas fiables. Et donc que leur épreuve va être une épreuve, en quelque sorte, de renforcement du caractère fiable de leur posture et de leur engagement. Et sur quoi va-t-on les juger? Vont-ils être jugés? Bien sûr, sur des expériences, et j'y viendrai, qui devront être des expériences, cette fois-ci, réussies de confiance. Deuxième
dimension, vous voyez, peut-être que moi-même, je n'étais pas sûr d'être dans un espace plein de confiance, puisque je vous parle debout. Je n'ai pas pris le risque de m'asseoir sur une chaise. Elle n'est peut-être pas solide. Sur le fond, l'essentiel de notre existence repose sur des postulats de ce qu'un sociologue anglais appelait la sécurité ontologique. C'est l'idée que le monde tient ses promesses. Il n'y a pas que les gens. Le monde tient ses promesses. Je n'ai pas besoin de tester la chaise pour savoir qu'elle va être solide. J'imagine que vous n'avez pas été suffisamment inconvenant pour me mettre une chaise qui n'est pas solide. Donc je ne vais pas m'engager dans tester si le monde tient ses engagements. Or, l'épreuve répétée de ces personnes, c'est que les institutions ne tiennent pas leur engagement. Que ce soit l'institution scolaire, que ce soit l'institution, si j'ose l'appeler ainsi, familiale, que ce soit même l'institution conjugale, rien ne tient ses promesses. Ou plutôt, la certitude que j'ai, c'est que les promesses ne sont pas tenues. Et donc, un élément important, c'est probablement dans le travail sur la confiance, ça n'est pas la fiabilité des personnes, mais c'est de redonner ce que un autre sociologue américain, cette fois, appelle le fait que je me sente engagé par la société. Engagé, ce n'est pas dans la société et défendre une cause. Non, non, engagé par. C'est-à-dire que je peux m'appuyer sur elle pour pouvoir agir. L'expérience de la plupart de ces personnes, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur la société, on ne peut pas s'appuyer sur les institutions. Elles font toujours défaut. Et puis la troisième, et la plus évidente, comment pourrais-je agir si mon épreuve de négativité étant si souvent répétée que je finis par intérioriser mon incompétence, mes limites et ma moindre valeur. J'ai essayé d'écrire un texte un jour en faisant référence bien sûr au grand romancier Robert Musil et en dire on a affaire à des hommes et des femmes sans qualité. Sans qualité, qui se pensent sans qualité et dont l'expérience ordinaire a été justement d'avoir la preuve répétée qu'ils n'avaient pas de qualité. Autre idée, je l'ai emprunté à un autre collègue sociologue français, Laurent Thévenot. Il a développé cette idée, et il l'a thématisé fortement, cette idée d'action qui convient. Or, c'est un terme peut-être un peu banal, mais vous allez voir. Si on dit action qui convient, ça veut dire que ça n'est jamais une action juste. Et je ne fais pas référence à juste au sens de la justice, mais je fais référence à juste quand le professeur vous dit « c'est juste ». Votre réponse est bonne. Sous-entendu, il y a un modèle référentiel, 2 plus 2, 4, c'est juste. Il y a un modèle de référence, une norme par rapport à laquelle on peut juger l'action ici des professionnels. L'idée, il n'y en a pas. L'idée fondamentalement, l'action qui convient, c'est l'action qui va être ajustée. Ajustée à quoi? Ben justement, ça reste à déterminer. Ajustée à la situation, ajustée aux attentes, ajustée aux possibilités, ajustée aux contraintes. Bref, vous le voyez, un principe de pluralité d'ajustements, mais c'est justement ça qui fait que l'action, si je puis dire, ça marche ou ça marche pas. C'est pas tellement positif, a priori, de dire, bah, grosso modo, c'est du bricolage. Mais on peut le retourner positivement et dire que le bricolage, c'est une forme de créativité et d'inventivité avec des produits imposés. Comme quand votre robinet de la salle de bain fuit le dimanche et quand il imagine qu'il n'y a pas de magasin de bricolage ouvert le dimanche et que vous n'avez rien dans votre caisse à outils. Vous improvisez et vous devez trouver une solution efficace, adaptée à la situation. Bien, c'est cette première idée, l'action qui convient, c'est une action ajustée, adaptée, mais adaptée à une pluralité de registres, adaptée aux attentes de la personne, adaptée à la situation dans laquelle cette personne se situe et à son contexte, adaptée aux contraintes ou ressources dont on dispose soi-même, etc. Autre idée, l'idée de l'action qui convient, c'est aussi une action qui doit trouver un double principe de légitimité. Ça vous convient? Autrement dit, ça doit convenir. Faute de quoi? Ça doit convenir, excusez-moi, à la personne, à l'accompagner, faute de quoi, il n'y aura pas d'accompagnement. Mais ça doit être justifiable.
auprès alors de l'institution, auprès de l'administration. Bref, on doit pouvoir en rendre compte. Et la façon dont on obtient le consentement et à la façon dont on justifie l'action que l'on développe, c'est une toute autre logique. On est dans deux univers. Il faut que j'obtienne le consentement de la personne, donc qu'elle me dise ça colle, ça marche avec mes attentes, et que tout mon travail est d'aller dans cette direction-là, et que d'un autre côté, je dois pouvoir en rendre compte par rapport à un projet, par rapport à une cohérence, qui est une cohérence totalement abstraite et complètement déconnectée des situations, c'est-à-dire celle de l'organisme qui m'emploie, ou celle de la politique ou du programme dans lequel mon action se situe. Et cette tension fait que l'action qui convient est rien moins que simple. Une autre idée, c'est il s'agit d'une activité, excusez-moi le terme barbare, poétique. C'est le même verbe le grec qui a donné poésie, c'est poién. Et poién, c'est faire faire. La poésie, ça nous fait faire quelque chose, ça fait rien. Ça nous fait être heureux, ça nous fait trouver le monde beau, ça nous fait trouver le monde triste, mais ça ne fait rien. Si ce n'est, ça nous fait faire quelque chose. Eh bien, il me semble que dans l'idée d'accompagnement palliatif, bien sûr, faire pour, tout le monde dira « Oh là là, jamais horreur !» Mais faire avec. Là encore, faire avec, ça présuppose qu'il y ait du commun, qu'il y ait déjà du donné, qu'il y ait déjà du had, quelque chose où aller, qu'il y ait du projetable. Il me semble qu'auparavant, il faut admettre qu'il n'y a rien. Et que le problème qui se trouve posé, ce n'est pas de faire avec l'autre pour lui permettre de réaliser ce qu'il attend, c'est faire en sorte qu'il puisse retrouver une capacité à faire. D'où l'idée de poétique qui est la manière de désigner cette activité qui consiste à faire faire. Si j'ai utilisé le terme complexe ici, ce n'est pas pour dire que c'est difficile. Ce n'était pas uniquement pour vous flatter, c'est en référence à Marx, qui distingue deux types de travail. Il distingue le travail simple et le travail complexe. Ça veut dire que le travail complexe soit plus difficile que le travail simple. Simplement, il n'est pas de même nature. Alors, je vais prendre une image toute bête. Le travail simple, vous êtes boulanger, puis vous faites du pain. C'est du travail simple, même si c'est difficile de faire du bon pain. J'en sais rien, je ne suis pas boulanger, mais j'imagine. Simplement, vous voyez, le travail simple débouche sur un produit. Et pour Marx, donc sur un produit, et donc une marchandise qui pourra faire l'objet d'une commercialisation, et donc qui a de la valeur. Tout travail simple produit un produit qui peut se transformer en valeur. Pour lui, le travail complexe, c'est quoi? Vous êtes des apprentis boulangers. Puis moi, je suis prof de boulangerie. J'ai eu de la promotion entre-temps. Je suis prof de boulangerie. Et qu'est-ce que je fais? Je ne ferai pas de pain, moi. Peut-être même, je suis un pur théoricien de la fabrication du pain, et je n'ai jamais fait de pain. Mais par contre, moi, je suis en train de créer, de produire votre capacité à produire du pain. Et ça, pour Marx, c'est du travail complexe. Ça ne produit pas de valeur directement, ça produit de la capacité à produire de la valeur. C'est clair ce que j'essaye de dire? Et donc, vous le voyez dans cette idée, l'idée de travail complexe, et c'est bien pour ça que c'est un travail qui n'est pas objectivable. C'est facile de voir si le pain du boulanger est bon et pas bon, même si on peut avoir des avis divergents. C'est plus difficile d'apprécier la nature du travail de celui qui crée la capacité à faire du pain. Même si on essaye aujourd'hui d'objectiver la fonction enseignante par tout un ensemble de critères d'évaluation. Alors, ce travail complexe, il vise à quoi faire? Deux choses. Alors, je joue avec les sons, mais pas seulement. À créer de l'appétence, à créer de l'envie, à créer, peu importe comment on peut dire, du désir. Parce que, au sens littéral, ces personnes sont sidérées. Sidérées, attirées par un astre qui les empêche de pouvoir avoir une quelconque capacité de prise sur le monde.
sidérer. Eh bien, désidérer, c'est de faire disparaître cette fonction qui nous cloue sur place. Et donc, faire émerger l'appétence, c'est dire faire créer le désir d'agir, faire créer le désir de faire. C'est pas facile, c'est pas simple. Pourquoi je dis cela? Parce que justement, toute leur expérience a été faire, ça se retourne toujours contre moi. Alors, comment recréer de l'appétence à faire quand justement le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais, ça se passe mal. Et des compétences, j'y reviendrai tout à l'heure, des compétences à agir, parce que, effectivement, le problème, c'est un problème de ressources. Mais je le développerai parce que c'est une question, me semble-t-il, assez complexe. Donc, une activité politique, faire faire, et faire faire quoi? Faire faire de l'action et faire faire du désir d'action. Alors, ce que j'essaye de vous dire, en jouant un peu avec la mythologie, c'est que sur le fond, et c'est pour ça que ça n'est pas une mort sociale comme je l'évoquais tout à l'heure en disant c'est pas ça que j'ai voulu dire, il faut plus avoir dans la tête la référence à Pénélope, qui sur le fond pendant 20 ans va tisser, même si elle a défait la nuit pour empêcher que ses prétendants ne puissent l'épouser, elle va tisser en attendant, en espérant. Il n'y a aucune dimension objective, c'est pas un projet, elle ne tisse pas sa tapisserie pour pouvoir faire en sorte qu'Ulysse revienne. Simplement, en tissant, et donc en ne me mariant pas, je maintiens la possibilité que quelque chose se passe et qu'Ulysse revienne. Ce n'est pas le travail de Sisyphe qui est condamné parce qu'il a offensé les dieux, il est condamné à monter son rocher qui va redescendre jusqu'à la fin, si je puis dire, de l'éternité. Non, l'idée est bien que par-delà une dimension de maintien que j'évoquais, par-delà une dimension de conservation, il y a, là aussi c'est une expression de mon collègue Bertrand Ravon, il y a une dimension de réchauffement. Réchauffement des habiletés, réchauffement des compétences, réchauffement des appétences. Il utilise aussi le terme de décongélation. Vous voyez, cette idée que, sur le fond, il y a du potentiel, simplement il est empêché, il est bloqué, il est inhibé, et que le travail de réchauffement, si je puis dire, c'est comme pour la planète, eh bien, ça prend du temps, heureusement que ça prend du temps pour nous, mais ça prend du temps, et surtout c'est imprévisible. L'idée qu'il ne s'agit pas de dire que l'accompagnement palliatif ne vise pas une transformation, ne produit pas de la transformation, simplement elle ne peut pas la viser. La viser voudrait dire que l'objectif est clair et qu'on cherche à l'atteindre. C'est une sorte de cerise sur le gâteau. Préserver, espérer le réchauffement, puis peut-être quelque chose se passera. C'est pas, si je puis dire, facile à défendre. L'efficacité n'est pas une efficacité évaluable dans ce travail complexe. Ça ne veut pas dire que ça soit du travail sans qualité, même si on ne peut pas évaluer la qualité du travail en tant que tel.